Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment décomposer une permutation en produit de permutation plus simple. Plus exactement, d'abord en produit de cycle à support disjoint et ensuite en produit de transposition. Alors on va démontrer des choses, parfois de manière un petit peu abstraite, mais le plus important c'est de bien comprendre ce qui se passe sur un exemple. Parce qu'en fait, sur un exemple, on va retrouver tout ce que l'on va faire, même les idées de la démonstration. Alors, on va reprendre un exemple que l'on a fait au chapitre dans la vidéo précédente. Donc, on envoie 1 sur 3, 3 sur 4, 4 sur 1, on envoie 2 sur 6, 6 sur 2, et 5 est envoyé sur lui-même. Ça, c'est une permutation. Et on avait dit qu'il était intéressant de regrouper cela orbite par orbite. Donc, si on fait ça, notre graphe devient le suivant. Et on a 2 et 6 ici. Donc 1 est envoyé sur 3, 3 sur 4, 4 sur 1, 2 sur 6, 6 sur 2 et 5 est envoyé sur lui-même. Une fois que l'on a fait ceci, et bien dans ce cas, on peut voir assez naturellement que sur 1, 3, 4, on a une permutation circulaire induite par sigma. Sur 2, 6, on a aussi une permutation circulaire induite par sigma. Et que l'on peut les composer. Alors, je vais introduire une nouvelle notation pour les cycles que j'aurais pu introduire dans la vidéo précédente d'ailleurs. Donc on note x1 xp, le cycle d'orbite x1 xp qui envoie x1 sur x2, x2 sur x3, etc. xp-1 sur xp et surtout xp sur x1. Et donc dans notre exemple, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien on voit que notre permutation sigma peut s'écrire comme produit de deux cycles. Le cycle 1, 3, 4 et le cycle 2, 6. Le cycle de 6 d'ailleurs c'est une transposition. Vérifions-le. 5, donc si on applique 5 ici, c'est un point fixe de ces deux cycles, donc c'est invariant. 1 n'est pas touché par ça et ensuite est envoyé sur 3. 3 n'est pas touché par ça et envoyé sur 4. 4 n'est pas touché par ça et envoyé sur 1. Puis 2 est envoyé sur 6, puis n'est pas touché par ça. 6 est envoyé sur 2 et après n'est pas touché par ça. Et on peut remarquer que ces deux cycles commutent. J'ai choisi cette orbite-là de manière arbitraire. Eh bien, on va démontrer ça de manière un petit peu plus abstraite. De manière générale, surtout. Alors, 3 résultats préliminaires. Le premier résultat, c'est un résultat dont on a déjà parlé, que je vais démontrer ici, c'est que les orbites partitionnent le segment d'entier à n. Donc si sigma est dans Sn, les orbites de sigma partitionnent S indice. Ce que l'on a interprété avec une histoire de relation d'équivalence dans la vidéo précédente. Donc pour montrer que les orbites de sigma partitionnent Sn, on montre que ces orbites sont 2 à 2 disjointes et de réunion qui vaut tout le segment d'entier 1n. Oh là 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 là, partitionne le segment d'entier 1n, excusez-moi. Bien sûr. Le segment d'entier 1n. Donc si je prends x entre 1 et n, on a toujours x, c'est
l'identité appliquée en x, donc c'est sigma puissance 0 de x, donc ça appartient à l'orbite de x. On met l'orbite bien sûr pour sigma. Donc conclusion, ici on a bien l'union des orbites qui vaut le segment entier 1n. Donc les orbites de sigma recouvrent le segment entier 1n. Il reste juste à montrer que ces orbites sont 2 à 2 disjointes. Donc si je prends x et y, deux éléments du segment entier 1n, si on va montrer que si l'orbite de x et l'orbite de y ne sont pas disjointes, alors les orbites sont égales. Donc s'il existe t dans l'orbite de x et dans l'orbite de y, donc il existe k et l deux entiers relatifs, tels que t s'écrit sigma puissance k de x et s'écrit sigma puissance l de y. Bon, et bien alors, x c'est sigma puissance l moins k de y, c'est dans l'orbite de y. Donc toute image itérée de x par sigma est aussi une image itérée de x par y. Donc notamment, si m est un entier relatif, sigma puissance m de x, c'est donc sigma puissance m plus l moins k de y, ça appartient à l'orbite de y. Donc l'orbite de x est inclus dans l'orbite de y, et de même, c'est symétrique, l'orbite de y est inclus dans l'orbite de x. Donc l'orbite de x égale l'orbite de y. Donc conclusion, hein, on a bien démontré ce que l'on voulait démontrer. Les orbites sont 2 à 2 disjointes, de réunion E. Alors bien sûr toujours non vide, ça c'est immédiat, aussi parce que dans l'orbite de x on a toujours x. Donc les orbites partitionnent le segment entier n. Encore une fois, parfois je dirais E à la place du segment entier n. On travaille par communauté sur le segment entier n, mais tout ce que l'on raconte ici s'étend immédiatement à un ensemble quelconque E de cardinal n. Ensuite, deuxième résultat, c'est que si je prends sigma une permutation et O une orbite de sigma, et bien sigma induit une permutation circulaire sur son orbite. C'est-à-dire que dans l'orbite, ça tourne. Donc sigma induit une permutation circulaire sur O. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la restriction de sigma à O au départ et à O à l'arrivée, ça c'est une permutation circulaire de O. Alors ça c'est très facile de le voir. Pourquoi? Alors en fait la seule chose, enfin surtout le résultat principal, c'est de voir que ceci est bien une permutation de O. Parce que par définition, on a bien sigma de O est égal à O. Hein, si on a x dans O, sigma de x est dans O, et puis on peut toujours écrire x comme étant sigma de l'inverse de sigma de x. Donc on a bien égalité entre les deux choses. Donc ceci nous dit bien que la restriction au départ et à l'arrivée de sigma à O est une permutation de O. Hein, notamment, comme sigma restreinte à O est injective, comme restriction d'une injection, sigma restreinte à O au départ et à l'arrivée, c'est une permutation de O.
Et puis ensuite, si on prend x et y dans O, dans cette orbite, par définition, comme O c'est l'orbite de x et l'orbite de y, il existe k dans z, tel que y c'est sigma puissance k de x. Donc on a bien que O, c'est l'orbite de tous ces éléments par sigma, mais aussi par sa restriction, c'est la même chose. Donc on a bien que sigma induit une permutation circulaire sur cette orbite. C'est ce qu'on a vu sur tous nos exemples. Et enfin, troisième résultat, peut-être le moins intuitif, c'est de voir que deux cycles de supports disjoints commutent. Ça, c'est un résultat important. Deux cycles de supports disjoints commutent. Je vous rappelle que un cycle, c'est une permutation qui n'a qu'une orbite de longueur supérieure ou égale à 2 ou 0 dans le cas de l'identité, et le support d'un cycle, c'est cette orbite-là. Par définition, le support de l'identité, et c'est l'ensemble vide. Donc je vais prendre sigma taux de cycles de support I et J, avec I et J disjoints, en intersection vide. Puis on va regarder tout simplement sigma de taux de x, taux de sigma de x pour tout x, en distinguant le cas où x est dans I, x est dans J, ou x n'est dans aucun des deux. Donc, on fait ça de manière très élémentaire. Si je prends x entre 1 et n, x dans E, alors, si x n'appartient ni à I, ni à J, et bien sigma de x, c'est taux de x. Parce qu'on a dit que, comme pour sigma, il n'y avait que I comme orbite supérieure, de longueur supérieure ou égale à 2, toutes les autres orbites sont de taille 1, de dimension de cardinal 1, donc tous les autres points sont des points fixes pour sigma, de même pour taux. Donc immédiatement, sigma de taux de x, c'est sigma de x, c'est x, c'est taux de sigma de x. Alors, si x maintenant est dans I, comme I et J sont disjoints, alors x n'est pas dans J. Et puis on sait qu'une orbite est stable par la permutation. Donc on a notamment sigma de x aussi qui est dans I. Et sigma de x n'est pas dans J. Notamment, x et sigma de x sont des points fixes pour taux. Donc sigma de taux de x, c'est sigma de x, car x n'est pas dans J. Et puis taux de sigma de x, c'est sigma de x, car sigma de x n'est pas aussi dans le support J de taux. Donc on a bien ici aussi sigma de taux de x égale taux de sigma de x. Et puis bon, bien sûr, le cas où x est dans J, c'est la même chose. C'est complètement symétrique. Conclusion, on a bien pour tout x, sigma de taux de x égale taux de sigma de x. Donc sigma et taux commutent. On a maintenant tous les outils pour démontrer le résultat que l'on a observé sur l'exemple précédent. On peut l'appeler théorème. C'est que si je prends sigma, une permutation d'un ensemble fini, ici une permutation du segment entier à n, alors sigma s'écrit ou se décompose comme produit de cycles
à support disjoint. Et ce de manière unique. Alors vu que les cycles commutent, c'est toujours à l'ordre des facteurs près. Alors on va le démontrer. On va le démontrer par analyse synthèse, on va dire. On va faire, donc ça va faire d'abord l'unicité, puis l'existence. Disons que on a juste la synthèse qui est exigible pour vous, que l'on pourrait vous demander par exemple en interro de cours. Mais en fait, on a déjà donné toutes les idées dans l'exemple que l'on a fait au début de la vidéo. L'idée, c'est juste de considérer les orbites de la permutation et de voir que la permutation induit des permutations circulaires sur chacune de ces orbites. C'est la seule chose. Donc, commençons par une phase d'analyse. Donc si je prends des cycles que l'on va appeler C1, CP, des cycles à support disjoint, que je vais noter I1, IP. Tel que, bien sûr, sigma égale C1, CP. On exclut bien sûr, c'est implicite dans ce théorème, le cas où on a l'identité. Bien entendu, on peut multiplier une infinité de fois par l'identité, donc on suppose que toutes les longueurs de ces cycles sont supérieures ou égales à 2. Alors qu'est-ce que ce sont que ces cycles? Eh bien, tout d'abord, on peut voir que si x n'est pas dans un de ces supports, sigma de x égale x. Donc, en dehors de ces supports, ce sont des points fixes. Et puis, que se passe-t-il si x est dans un de ces supports? Je prends I1 par exemple. Eh bien, on a que si i est strictement plus grand que 1, ci de x égale x. X n'est pas dans les autres supports. Donc, notamment, sigma de x égale I1 de x. Si on regarde ceci, ça veut dire que sigma correspond à... Ouh là là là, c'est un C1 ici. Sigma coïncide avec C1 sur I1. Donc conclusion, hein. Donc, sigma restreinte à I1, c'est C1 restreinte à I1. Et notamment, et on sait que C1 restreinte à I1, c'est une permutation circulaire sur I1. Donc, notamment, l'orbite de X, c'est I1. Ben voilà. On a complètement compris ce qu'étaient ces permutations C1CP. Donc P, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'orbites de sigma de cardinal supérieur ou égal à 2. Et on sait exactement
ce que vaut chaque CI. CI, c'est la restriction de sigma à l'une de ces orbites. Donc on a complètement obtenu, on a terminé l'analyse. Ici on a obtenu C1, donc on a obtenu CI pour n'importe quel I. Il n'y a plus qu'à faire la synthèse. Et puis on va refaire exactement ça. Donc on note soit O1, OP, les orbites de sigma de quart, et on prend uniquement celles qui sont de cardinal supérieur ou égal à 2. Si I est entre 1 et P, on définit CI par si X est dans l'orbite numéro I, CI de X, c'est sigma de X. Et si X n'est pas dans l'orbite I, X est un point fixe de C. Et comme sigma induit une permutation circulaire sur l'orbite numéro I, eh bien, on voit que CI est un cycle de support OI. Comme les orbites partitionnent le segment entier N, donc sont deux de disjoints, eh bien les cycles C1, CN, CP, pardon, sont à support disjoint. Quand on dit à support disjoint, c'est toujours 2 à 2. Et maintenant, regardons, que se passe-t-il pour X. Alors on va, pour pas trop s'embêter avec les notations, on va prendre X dans la première orbite. Si I est strictement plus grand que 1, eh bien CI de X égale X. Donc, sigma de X, c'est C1 de X. Et bien donc c'est bien le produit C1CP de X. Bien entendu, quand on parle de produit pour des permutations, on parle de composition. Et puis, si X n'est pas dans une de ces orbites, c'est un point fixe de sigma, par définition. Mais ce sont aussi des points fixes de toutes ces permutations circulaires. Donc, on a bien sigma qui est égal au produit C1CP. Bref, on a bien montré que sigma s'écrivait comme produit de ces cycles. Alors, c'est toute cette démonstration pour, en pratique, quand même, principalement, savoir juste décomposer des cycles donnés, au moins dans les exercices élémentaires. Donc, j'insiste, c'est bien de comprendre cette démonstration. Le plus important, c'est de le savoir le faire en pratique. Et si vous savez le faire en pratique, vous mettez en application l'idée de cette démonstration systématiquement. Donc je vous renvoie à l'exemple de début de vidéo. Et vous avez d'autres exemples dans la feuille de TD. Alors, ça c'est une décomposition intéressante. C'est pas la décomposition qui nous intéressera le plus pour les résultats que nous avons à énoncer sur les déterminants après. Ce qui nous intéresse plus, c'est de revenir à des transpositions. Donc je vous rappelle qu'une transposition, c'est un cycle de longueur 2, c'est juste une application qui échange deux éléments et qui laisse les autres éléments invariants. Bien entendu, c'est une involution. C'est-à-dire que quand on compose une transposition par elle-même, on revient sur l'identité. Et ce que l'on peut voir, et on terminera là-dessus,
c'est que toute permutation peut s'écrire comme produit de transposition. Alors, d'après le théorème précédent, il suffit de montrer cela sur un cycle. Donc si je prends un cycle, je vais noter C, que je note comme ça, x1, xp. Eh bien, on va montrer que C, c'est le produit des transpositions suivantes. x1, x2, fois x2, x3, jusqu'à xp-1, xp. Alors pourquoi? Si je prends xp, alors, il est envoyé sur xp-1, qui est envoyé sur xp-2, etc., etc., qui est envoyé sur x3, qui est envoyé sur x2, qui est envoyé sur x1. Donc xp vient d'envoyer sur x1. Maintenant, si je prends, on va dire xp-1, xp-1 est d'abord envoyé sur xp, et après n'est pas touché par les autres transpositions. De la même manière, si je prends x3 par exemple, mais x3 n'est... alors je vais prendre x2. x2 n'est touché par aucune des transpositions, est envoyé sur x3, et après n'est pas touché. Donc on voit que xp est envoyé sur x1, et que si i est différent de p, xi est envoyé sur xi plus 1. C'est ce que l'on va raconter de manière un peu plus formelle. Donc si je prends i entre 1 et p, si j est strictement plus grand que i, si on fait ceci, xi, xj plus 1 de xi, c'est égal à xi. On n'a pas xi là-dedans. Donc, c de x, c'est le produit x1, x2, jusqu'à xi, xi plus 1 évaluant xi. Donc ça fait x1, x2 jusqu'à xi-1, xi, évalué en l'image de ceci, xi plus 1. Puis xi plus 1 est un point fixe de tous les premiers, donc ça fait xi plus 1. Et de la même manière, c de xp, ça fait x1, x2, transposition jusqu'à xp-2, xp-1, xp-1, xp, évaluant xp. Donc ça fait x1, x2, jusqu'à xp-2, x1, xp-1, évalué en l'image de xp par cette transposition, c'est-à-dire xp-1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire une récurrence élémentaire, je ne vais pas vous la détailler ici. Donc par récurrence, on a bien c... ah pardon, j'ai mis c ici. Hein. Là je vais l'appeler t plutôt. Je fais n'importe quoi. Hop. Je travaille sur t bien sûr, sur c, sur le membre de droite. Par récurrence, t de xp est égal à x1. Donc conclusion, on a bien t égale c. Pourquoi? Parce que tous les autres points sont des points fixes à la fois de c et de t. Alors, ça c'est une démonstration, on va dire, pratique. C'est-à-dire que si vous avez besoin de décomposer une permutation en produit de transposition, eh bien vous décomposez la permutation en produit de cycle à support disjoint en observant ses orbites, et après vous décomposez un cycle comme produit de transposition exactement avec ça. Donc encore une fois, c'est une démonstration très pratique. Maintenant, une remarque, quand même, attention,
cette décomposition n'est pas unique. Mais cela vient juste de cette écriture-là. Car on a dit que... Enfin, on peut observer, on l'a peut-être pas dit. Regardez, dans un cycle, j'ai choisi x1, mais vu que ça tourne, je peux choisir n'importe quel point de départ. Donc par exemple, si je prends la permutation circulaire 1, 2, 3, elle s'écrit comme le produit des transpositions 1, 2 et 2, 3. Mais la permutation circulaire, je choisis le point 1 comme départ ici, mais je pourrais choisir le point 2. Donc c'est égal à la permutation circulaire 2, 3, 1, c'est la même chose. Et ça s'écrit comme produit des permutations 2, 3 et 3, 1. Je pourrais choisir aussi 3 comme point de départ, 3, 1, 2. Ça fait le produit de ces deux transpositions, à chaque fois. Donc vous voyez qu'on n'a pas unicité de cette écriture. Et aussi, attention bien sûr, ces transpositions ne commutent pas. Si vous échangez les deux, je vous laisse regarder ce que ça fait. Ça ne va pas faire la même chose. Voilà pour ce que l'on avait à faire. Encore une fois, il faut surtout savoir faire des exemples. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour une notion un peu plus avancée sur les permutations, qui est la notion de signature.